Salut, cesse. Non mais attendez, vous êtes trop long, quoi. C'est la 16e prise. C'est la dernière fois que je tourne en extérieur. Je me casse. Sur un plan marketing pur, il existe deux types de jeux. Ceux qui ont les moyens, c'est-à-dire les grosses productions qui vous en mettent plein la gueule dès qu'elles le peuvent, et ceux qui n'ont vraisemblablement pas les moyens et qu'on appelle plus communément les productions de smicards. Concrètement, quand un développeur se met en tête de faire un jeu, il définit un budget et accorde une certaine part de ce budget à chaque département qui va être impliqué. Si des gros malins blindent tout justement sur la publicité tout en sachant pertinemment que le jeu est un foirage total, c'est dans le but d'encaisser un maximum de pognon très vite et de se faire oublier également très vite après. Plus généralement, une part constante est allouée aux gros blockbusters, et de façon assez ironique, cette part représente parfois la totalité du budget accordé à certaines petites productions. C'est pour cette raison que parfois, pendant qu'on se fait bombarder par ces connards de Pokémon dès qu'on a le malheur de se connecter à sa boîte mail, d'autres jeux passent totalement inaperçus aux yeux du grand public alors qu'ils méritent vraiment le détour. Et là, tout de suite, on prend un cas super concret. Qui, avant de regarder cette vidéo, avait entendu parler de Lock's Quest, hein? Qui? Lock's Quest, c'est de prime abord le jeu qui n'a rien pour plaire. Déjà, le héros. Le stéréotype de base avec le sourcil arrogant, la destinée fumeuse et la traditionnelle petite sœur qu'il va perdre très tôt dans le jeu. Allez savoir pourquoi, mais un jour il a été décrété que les héros de jeux d'aventure devaient forcément avoir les cheveux en pointe, être des ados gênants, c'est quand le gros méchant de l'histoire se fait appeler le Seigneur Agony. Finalement, c'est pas plus mal parce que quand on y regarde de plus près, le Seigneur Jean Daniel, on peut tourner ça comme on veut, ça fait toujours super con. Et si en plus il est roux, alors là, c'est jackpot. Plongeons-nous dans l'univers assez atypique de Lock's Quest. Pour faire très simple, Lock's Quest peut s'apparenter à un Tower Defense vachement amélioré. Les Tower Defense, c'est des petits jeux en flash particulièrement appréciés des branleurs qui squattent sur Facebook au boulot au lieu de travailler. Ça se passe en général sur un écran fixe, il y a des ennemis qui viennent à un rythme soutenu et qui suivent tout connement le même chemin pour arriver à l'autre bout de l'écran. Le rôle du joueur est donc de placer intelligemment un nombre limité de tours pour les empêcher de traverser l'écran. Si au début le principe était tout simple, très vite, des tas d'options intéressantes ont vu le jour au point de donner naissance à des versions carrément géniales, non immémorables sur le service WiiWare sorti tout droit des studios Square Enix, ce qui n'est pas rien quand on voit ce que le groupe a été foutu nous chier. Pour la base donc, Lock's Quest, c'est ça. Un scénario gentil à suivre va servir d'alibi à toute une série de batailles dont vous serez en quelque sorte le général. Notre héros est un architecte qui sera non seulement capable de bâtir des structures en un temps record, mais en plus de combattre vu qu'il n'y aura personne d'autre que lui pour sauver le royaume. Concrètement, vous disposez d'un certain temps avant chaque assaut pour vous faire une défense. Une fois le temps écoulé, ce sera à vous de gérer entre la défense et l'attaque. En attaque, vous pouvez taper, utiliser des combos, des sorts magiques, des mines, du poison, et vous aurez intérêt à connaître vos ennemis pour ne pas vous faire rétamer le fion en bonne et due forme. En défense, vous devrez sans cesse garder un œil sur l'écran supérieur de la console puisque c'est là que vous verrez où on vous attaque et si une brèche a été percée dans vos murs. On peut le dire, c'est de la stratégie en temps réel. C'est même pas trop mal fichu puisque les ennemis attaquent par vague et pour vous laisser une chance de vous en sortir, vous pouvez refaire votre défense entre chaque attaque. Tout se joue au stylet et même si ça ne pose généralement pas de problème, on regrette quelques cafouillis similaires à ceux déjà rencontrés sur le médiocre Heroes of Mana. Mais quand on en arrive là, c'est que c'était déjà bien le bordel à l'écran et que clairement c'était de toute façon foutu pour vous. Donc ce n'est pas trop grave. Bizarrement, le jeu se révèle impressionnant à ce niveau-là. Même si les premiers combats sont énervants de similitude, très vite les ennemis deviennent variés et vous forcent constamment à vous repositionner. Il y a aussi pas mal de terrains différents, chacun étant propice soit à tendre des embuscades et à savourer sa victoire comme il se doit, soit au contraire à vous filer des sueurs froides jusque dans les dernières secondes. Durant certaines missions, vous serez même accompagné de soldats qui feront ce qu'ils pourront pour vous aider. Il existe aussi des petites missions sympathiques qui vous demanderont de tirer sur les ennemis en les pointant avec le stylet. Ça permet de changer un peu des batailles classiques. Cependant, même en combat normal, la variété est là. Entre les combinaisons à effectuer dans le bon ordre, les enchaînements de mouvements et la parfaite gestion des menus, vous n'aurez vraiment pas grand chose à leur reprocher. Il aurait pu y avoir un risque de vouloir en faire trop, les développeurs ne sont pas tombés dedans. Il n'y a aucune phase d'achat, on ne trouve ni armes ni armure et les bonus supplémentaires se débloquent au gré du scénario. Ce n'est pas plus mal. Ça permet de se concentrer sur les batailles et de rester focalisé sur ce qui est important, à savoir l'organisation de sa défense en fonction du terrain, de l'objectif et des ennemis.
Les puristes pourront penser que le jeu n'est pas complet. Ils auront raison, mais ceci rendra très certainement Lock's Quest plus accessible que d'autres jeux similaires. La difficulté est bien dosée, et si par malheur vous vous plantez complètement dans votre organisation, sachez que vous pouvez recommencer la partie depuis l'assaut en cours, ou carrément depuis le début de la bataille, histoire de repartir sur des bases vierges. Pour ceux qui se découragent plus vite que les autres, il est possible de modifier à tout moment le niveau de difficulté. Ça pète un peu la notion de challenge, mais ça évite la frustration. Donc ça reste bon à prendre. En général, à la fin de chaque assaut, vous êtes submergé par les ennemis et c'est là où les actions complexes sont les plus casse-gueule. Il vous sera très difficile de pointer un ennemi précis et plus d'une fois vous demanderez au héros de partir réparer un bâtiment pour le voir foutre le camp à l'autre bout de l'écran. Ça ne le fait pas non plus à chaque fois, mais vous pouvez être sûr que quand ça le fait, c'est que c'était sur une action critique. Normal. Même si c'est aussi une constante dans les jeux de ce genre, on ne peut néanmoins pas nier qu'en plus d'être un peu limité de la neurone, le scénario est super directif. Vous subissez les événements et vous avez tout juste le droit de fermer votre gueule. Ça simplifie un peu les choses pour les scénaristes, mais on aurait presque pu apprécier que certaines étapes servent au moins à quelque chose. Par exemple, la visite de la capitale du royaume est uniquement là pour faire joli. Vous pouvez parler à tout le monde, mais rien acheter, rien entreprendre, et vous ne pouvez même pas entrer comme bon vous semble dans n'importe quelle baraque pour y mettre le bordel. Ça ne gêne pas le déroulement du jeu, ni l'ambiance générale, mais il serait hypocrite de ne pas le classer dans les défauts. Donc, même si c'était presque classé dans les points positifs juste avant, on ne peut pas nier que ça en emmerdera quelques-uns. Comme ça, y a pas de jaloux. Là, c'est plutôt les nerfs. Même si les musiques sont vraiment de bonne qualité, elles sont carrément anecdotiques. Le thème de l'écran titre est super, mais vous l'oublierez aussitôt que vous entrerez dans le vif du jeu. Pareil pour les batailles. On a plus un fond sonore qu'une musique épique qui devrait vous donner la force nécessaire pour conquérir le monde. La bande son est correcte, mais aussi loin d'être inoubliable, et quand on sait qu'il existe certains thèmes qui datent de la préhistoire du jeu vidéo, et dont on se souvient encore, ça ne peut que foutre les nerfs. Donc, pas bien. Alors là, on tient quand même un jeu qui sort des sentiers battus. Déjà, les parties sont relativement courtes et elles s'enchaînent très rapidement. Ça ne semble pas grand chose dit comme ça, mais tous ceux qui ont passé 2 heures devant leur écran à essayer de tuer un connard de boss de fin comprendront le sens caché de la remarque. Graphiquement, le jeu est très plaisant. C'est mimi, c'est détaillé juste comme il faut, ça a des petits airs de Final Fantasy Tactics mélangés avec du Illusion of Gaia, et ça évite soigneusement les fautes de goût. Pour le reste, ce sera comme bien souvent avec tous les jeux de ce type, c'est-à-dire une simple affaire de goût. On pourra peut-être reprocher au jeu d'être trop entre deux chaises et à ne pas savoir s'il s'adresse aux puristes ou aux néophytes, mais il essaye de tout donner pour concilier les deux. Ça, c'est sûr, c'est loin d'être évident, mais des jeux auxquels on peut prêter de telles ambitions, alors qu'ils partent avec pratiquement aucune carte en main, méritent tout de même notre attention à tous, rien que pour l'effort. Et Lock's Quest, des efforts, eh ben il en fait tout plein. Et ça, ce n'est pas rien.